Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus en nombre aujourd'hui en présentiel, mais aussi en distanciel. Donc, vous ne les voyez pas, mais ils sont bien avec nous. Donc, que vous soyez ici dans cette salle ou bien en ligne, on est ravis en tout cas de vous accueillir pour ce premier After Work Retail au sein de cette agence Etia à Lille. Donc aujourd'hui, on va rentrer au cœur d'un sujet qui révolutionne un petit peu le monde depuis plusieurs années maintenant, l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci adaptée au secteur du retail. Donc, imaginez-vous un petit peu dans un monde où le magasin connaît mieux vos goûts que votre propre famille, ou bien que les stocks sont optimisés en temps réel, ou encore que l'expérience client est personnalisée à l'extrême. Ça va être possible avec l'intelligence artificielle. Donc, pour nous éclairer ce soir, on vous propose cette conférence d'introduction. En présentiel, elle sera suivie d'un atelier. Désolée pour ceux qui sont en distanciel, mais ça va être intéressant, ne vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet en bas à droite sur votre écran. C'est un onglet qui s'appelle questions. Et pour vous qui êtes sur place, n'hésitez pas à lever la main quand vous avez une question. On y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Et sans plus attendre, on va laisser Elisabeth qui va animer cette table et au moment de prêt. Bonsoir tout le monde, merci d'être si nombreux avec nous déjà en présentiel, comme disait Léa, c'est un format un peu hybride. Donc vous êtes plusieurs à être en visio et on entend du monde face à nous dans le public. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'il y a du monde derrière vous à la caméra. Comme disait Léa également, on accueille Aurélien aujourd'hui pour nous parler des sujets de l'IA au service du retail. Et je vais le laisser se présenter parce qu'il le fait bien mieux que moi. Super. Bonsoir à tous. Je me présente. Alors, avant de me présenter, je vais vous dire que je suis ravi d'être là. Ravi parce qu'on va traiter d'un sujet qui me passionne depuis 4 ans très exactement, et qui est à la croisée des chemins de deux métiers qui eux aussi m'ont passionné et me passionnent encore. Le premier, c'est la tech. Je pense que c'est un point commun avec un certain nombre d'entre vous. Et le second, c'est le retail. J'ai effectivement eu l'opportunité d'accompagner pendant une vingtaine d'années, dans le cadre d'un projet entrepreneurial, un certain nombre de très belles enseignes dans leur transformation digitale, en tant que prestataire, un peu comme vous. Et il y a 4 ans, j'ai effectivement décidé de prendre ce virage. Alors, ce n'est pas un virage à 90 degrés et très risqué, puisqu'on sait tous qu'il est quelque part un peu dans le prolongement de vos métiers, mais c'est quand même un virage. J'ai décidé de faire une rupture et de me consacrer pleinement à ce nouveau terrain de jeu. Toujours au service du retail. Voilà, donc je suis ravi d'être là. On va effectivement, sur une petite demi-heure, partager sur ce sujet. Alors, avec un angle que j'ai voulu un peu vulgariser, entre guillemets. On ne va pas rentrer dans une considération trop technique, trop technologique. On va plutôt parler cas d'usage. Parce que je pense que c'est aussi le meilleur moyen de se rendre compte, en fait, aujourd'hui, quelles sont clairement les perspectives, les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle sur 2 principaux enjeux. Le premier, c'est la performance opérationnelle et le second, c'est la performance commerciale. Parce que oui, aujourd'hui, l'IA, au service des processus internes ou au service de l'expérience client, va permettre aux retailers de gagner en performance. OK ? Alors, pour commencer, j'en ai parlé juste avant de nous connecter. Je vous invite, ceux qui sont en visio, de scanner le QR code qui est à votre écran, sur votre écran. Et les personnes en physique, si vous voulez y participer, c'est le petit QR code qui s'affiche ici. L'idée, c'est de pouvoir nous donner ce que vous pensez de l'IA en quelques mots. Ça va créer un petit effet après, je vous le montre. Et c'est plutôt cool et collaboratif. Donc là, ce que je vous invite pour les personnes qui ont de quoi noter devant eux, c'est de venir ajouter votre mot, ou vos mots, vos phrases sur ce que vous pensez de l'IA aujourd'hui. Donc vraiment, quand vous pensez à l'IA, qu'est-ce que vous avez en tête? Donc on a les mots aide, outils, innovation. Là, Aurélien, je pense que c'est des mots que tu vas pouvoir aborder par la suite. Nul s'affiche que derrière. Non mais, je vais cibler des gens là, je sais qui a écrit ça. Innovation, outils. Je vous laisse encore quelques secondes pour mettre vos nuages à jour. Disruptif,
intéressant. Avenir, polyvalent. Voilà, je vais vous laisser lire le petit nuage de mots quelques secondes et je vais passer le micro à Aurélien qui va pouvoir faire un petit commentaire déjà sur ce nuage et basculer sur la présentation de l'IA dans les détail. Donc le cœur du sujet. Alors, on voit que le terme révolution est revenu à plusieurs reprises et je pense qu'effectivement on en a tous conscience. On vit quelque part une époque formidable et pour les quadras, il y en a quelques-uns dans la salle, ça fera dire que la deuxième. Donc on a vraiment de la chance parce qu'effectivement on vit une époque formidable, on vit une révolution industrielle et une révolution sociétale. Et j'y reviendrai à plusieurs reprises parce que je pense qu'on a aussi un devoir, quelque part, qui est d'intégrer, d'embarquer un maximum autour et sur cette révolution sociétale. Alors, on parle d'IA, et il est clair que on peut difficilement passer à côté de mars 2023 quand on parle d'intelligence artificielle. Moi, je vous l'ai dit, ça fait 4 ans, et l'IA existe depuis 20 ans, je pense qu'on le sait tous, on va y revenir là aussi. Mais oui, il y a eu un énorme coup de projecteur en mars 2023 avec quelque part l'avènement de ChatGPT, d'OpenAI, qui a rendu public, qui a rendu accessible, au même titre que l'était un Google depuis une vingtaine d'années, un outil révolutionnaire. Et on a tous pu, effectivement, s'y mettre, commencer à interagir avec cette intelligence artificielle et se rendre compte, en fait, de ce qu'elle était capable de produire. Alors moi, j'ai une petite question, alors, elle va forcément être celle pour ceux qui sont dans la salle. Qui utilise aujourd'hui au quotidien ChatGPT? Levez la main. Okay. En version payante, vous gardez la main levée, les autres, vous la baissez. Okay. Alors, pour ceux en ligne, ils peuvent répondre en emoji. D'accord, en emoji, s'ils veulent, tout va bien. Donc, effectivement, et fort heureusement, vous êtes, alors, je pense, pour la plupart, de fervents utilisateurs de ces intelligences artificielles. À titre professionnel, j'en ai aucun doute. À titre personnel, je l'espère aussi. Je ne vais pas rentrer dans trop de considérations personnelles, mais moi, c'est effectivement aujourd'hui mon quotidien, mon assistant quotidien. C'est mon tour opérateur, c'est mon conseiller en resto, enfin bref, ça fait tout pour moi. Et effectivement, il y a un petit tips, mais je suppose que vous l'avez tous déjà largement intégré, c'est penser à activer la fonction Memorise, si vous voulez qu'effectivement l'IA apprenne à mieux vous connaître et en conséquence contextualise davantage ses réponses à ce que vous êtes et à ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'apprécier par ailleurs. Et ça, c'est vrai au Copilot, pour OpenAI, pour Gemini, c'est vrai pour toutes les îles. Alors, il y a effectivement eu ce coup de projecteur, et moi, je voulais tout de suite, en introduction, faire un petit pas de côté, ou en tout cas, vous amener à faire un peu de sémantique. Moi, je voudrais qu'on arrête de parler d'intelligence artificielle. Je voudrais qu'on parle d'intelligence augmentée. C'est pas de moi, même si effectivement, j'en ai très vite parlé. Mais effectivement, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de cette notion-là. C'est de la sémantique, mais c'est important. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, tout de suite, on a des représentations mentales qui ne sont pas forcément très positives et qui vont vous amener à rentrer dans cette peur, dans cette crainte que l'IA serait susceptible de vous remplacer. Non. L'IA est là pour vous augmenter, vous permettre de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour que vous puissiez passer plus de temps sur des tâches à forte valeur ajoutée. Il y a une chose que vous avez et qu'IA n'aura jamais, c'est l'intuition. Donc oui, parlons d'intelligence augmentée et devenons quelque part des typos augmentés, que ce soit dans notre vie professionnelle comme dans notre vie personnelle. On parle de terrain de jeu. Alors, tout de suite, je voulais aussi élargir un petit peu le spectre parce que quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas que ChatGPT, mais ça, vous le savez tous. Et effectivement, les super intelligences artificielles que sont Gemini, Copilot, OpenAI, Stable Diffusion, j'en passe et des meilleurs, sont des socles technologiques sur lesquels un certain nombre d'éditeurs ont pris appui pour adresser des solutions, pour adresser des cas d'usage. Et aujourd'hui, quand une entreprise, une organisation, qu'elle soit du retail ou d'ailleurs, s'intéresse au sujet et qu'elle cherche à augmenter ses processus, que ce soit sur de la finance, de la supply, du marketing, elle se trouve confrontée à une jungle. Et effectivement, il y a un foisonnement sans précédent de solutions technologiques
qui aujourd'hui intègrent de l'intelligence artificielle, ou se sont focusés sur des cas d'usage en prenant appui sur ces super IA dont je vous parlais. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller sur Futuripedia, Top AI Tools, qui sont des portails qui référencent en fait quasi en temps réel ces solutions et qui vous permettra, je pense, de vous rendre compte du phénomène. Et très honnêtement, je préfère pas être à la place d'une direction marketing aujourd'hui, d'une direction commerciale, d'une direction même achat dans une ancienne ou une organisation, parce que faire le bon choix, ça va vite être très compliqué, et c'est très compliqué aujourd'hui. De choisir, effectivement, de bien choisir son intelligence ou la solution avec laquelle on décide de travailler. Les cycles sont aussi de plus en plus courts, et pour vous donner juste un ordre d'idée, moi, j'ai souvenir d'un projet qu'on a eu l'opportunité d'adresser pour une belle enseigne qui s'appelle Jouer Club. Et d'entrée de jeu, on a dû leur expliquer que vu le contexte, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc aujourd'hui, on arrive avec des convictions et on vous dit de partir sur telle ou telle solution. Mais il va falloir que vous soyez prêts à faire preuve d'agilité, là aussi un buzzword, mais et prêts à changer et à nous faire confiance sur les changements qu'on serait susceptibles d'opérer. Et on leur avait effectivement recommandé une solution technologique. En l'espace de 3 mois, on a changé 3 fois de solution technologique sur un cas d'usage. Aujourd'hui, on a cette vérité, on l'a. On a testé les 3, donc on sait quelle est la meilleure. Mais pour le coup, elle a dû faire preuve effectivement d'agilité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le maître mot quand on s'intéresse à tel ou tel cas d'usage en organisation ou en entreprise de manière générale. Alors, c'est important, et je pense que je voulais aussi vous donner quelques tips, d'essayer de faire le tri et de comprendre ce qui se cache, parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, et en fait, on parle beaucoup d'IA générative. Parce qu'effectivement, il y a eu ce coup de projecteur. Et qu'aujourd'hui, vous êtes tous en train de vous familiariser à l'usage au quotidien de l'IA générative. L'IA générative, c'est celle de ChatGPT, c'est celle de Gemini, c'est celle de Copilot. C'est celle qui permet de créer, de générer, en fait, des assets. Alors, les assets, c'est-à-dire historiquement, au démarrage 2023, c'était du contenu. Et effectivement, on prompte une IA et elle va derrière produire, fabriquer un contenu. Aujourd'hui, ces assets, c'est de l'image, c'est de la vidéo, c'est du son. Et effectivement, la créativité n'a plus de limite technologique. Et avant de venir ici, j'étais en train de travailler avec un de mes collaborateurs sur la création d'assets pour une belle enseigne dans la coiffure, les visuels de collection. Et aujourd'hui, c'est effectivement possible de créer des visuels de collection de très haute qualité avec un rendu et, au-delà même du rendu, une direction artistique et presque de meilleure qualité si on avait dû faire appel à un styliste, un photographe. Et ça, je pense que je vous apprendrai. Ça, c'est l'IA générative. C'est celle qui est tout à gauche, pardon. Ensuite, il y en a une, alors, c'est quelque part une sœur de la générative, mais moi, je préférais l'isoler parce que vous allez voir, on va en reparler à plusieurs reprises, c'est la conversationnelle. Et là, pour le coup, sûr et certain, dans cette salle, vous avez déjà interagi avec une IA. Quand vous avez l'opportunité de faire un 0800, un 3901, enfin, j'en passe les meilleurs, mais effectivement, quand vous allez faire appel à un call center, les premières étapes, et aujourd'hui ça va de plus en plus loin, elles sont bien souvent aiguillées par une IA conversationnelle. Et aujourd'hui, le fait est qu'on arrive à des niveaux tels qu'on a même du mal à se rendre compte et à savoir si on est face à un humain ou face à une IA. Parce qu'effectivement, on va dire, là aussi on a fait d'énormes progrès sur la capacité d'incarner un propos au travers d'une IA conversationnelle. La prédictive, c'est la plus ancienne. On va vous dire que c'est la grand-mère de toutes ces IA, puisqu'effectivement, la prédictive, quand on travaille en logistique, quand on travaille en finance, on fait de la prédictive depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, on travaille sur des modèles statistiques. Et oui, la prédictive, en fait, elle repose sur des prévisions et c'est quelque part de la proba et des stats, en fait. Mais aujourd'hui, on a en capacité de traiter des données de manière beaucoup plus massive et en conséquence, elle est là aussi beaucoup plus pertinente. L'analytique, là, on va être sur de la prise de décision. On va clairement être sur de l'analyse de phénomènes, notamment à travers de la visio, alors capacité qu'a une IA à reconnaître, à identifier un contenu vidéo ou un contenu image. Donc l'IA le reconnaît et elle va interpréter. Elle va déjà se contenter de faire ça et après ça, il faut savoir comment on l'exploite. Et là aussi, je vous partagerai quelques cas d'usage particulièrement intéressants à la matière.
Et la dernière, c'est la décisionnelle. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est sans doute le plus gros chantier que toutes les organisations ont à lancer. Quand on a l'opportunité justement de procéder à des audits d'organisations pour en faire des organisations augmentées, c'est là-dessus qu'on a le plus de boulot, parce que là, c'est tout ce qui touche à la RPA et l'automatisation. Il y a peut-être des gens qui utilisent des Make dans la salle ou ce genre de choses. Non? Make, ça vous dit quelque chose? OK. Ce sont des solutions qui, interopérées à des outils que vous utilisez au quotidien, vont être en capacité de faire beaucoup de choses à votre place. Et là aussi, clairement, vont être en capacité, quelque part, de vous décharger des tâches rébarbatives sur lesquelles vous passez ou perdez beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, on parle du retail après cette introduction un peu généraliste et on va vraiment faire un focus, je vous l'ai dit, sur ce terrain de jeu qui est passionnant. Déjà, il est bon de savoir que le retail est quand même le deuxième secteur d'activité qui investit aujourd'hui dans l'IA. Le premier, c'est la banque, le deuxième, c'est le retail. 23 milliards d'euros qui ont été investis à l'échelle planétaire en 2024 par le retail pour effectivement augmenter ses processus, augmenter ses expériences clients. On prédit x3 sur les 2 prochaines années. À l'horizon 2027, ce chiffre aura triplé. Donc, c'est un secteur qui a compris qu'effectivement, là, il y avait quelque chose à faire. Là, il y avait effectivement des sources d'optimisation, d'amélioration. Et c'est un secteur qui investit principalement sur 5 thématiques, le machine learning, l'analyse de data, l'expérience client, la gestion des stocks et le service client. Et on va effectivement essayer de passer en revue un certain nombre de cas d'usage autour de ces différentes thématiques. Je voulais aussi vous partager dans cette rapide introduction qu'on a fait sur ces cas d'usage, ce que j'ai vécu. Alors, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'aller à la NRF depuis une dizaine d'années maintenant, chaque année. Vous connaissez la NRF? Ouais. C'est quand même un événement, c'est l'événement majeur pour le retail à l'échelle mondiale. Vous avez tous les gros éditeurs d'un côté, tous les gros retailers de l'autre. Et cette année, je ne vous cache pas, tout le monde s'était repeint en IA. Il n'y avait pas un stand où on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Et ça, effectivement, il y a une petite étude qui est sortie qui est assez intéressante. En gros, plus de 60% des contenus, des conférences, des ateliers, des stands, parlaient d'intelligence artificielle. Et sorti de là, 80% des retailers ont déclaré vouloir faire de l'IA un axe stratégique majeur en 2025. Donc effectivement, on parle d'un game changer, c'est véritablement, vous allez voir, un game changer, avec aujourd'hui, on n'en est plus aux phases de test, on n'en est plus à essayer des choses, on en est à déployer, et à déployer très vite des solutions qui effectivement impactent tant les process que les expériences. Et on va commencer sur un premier axe fort, effectivement cette notion de performance et comment quelque part l'IA est aujourd'hui au service de l'amélioration des performances du retail, performances opérationnelles et performances commerciales de manière générale. Le premier cas d'usage que je voulais vous partager, c'est tout simplement celui du leader à l'échelle internationale en GSA, en alimentaire, c'est Walmart. Walmart investit massivement en innovation depuis des années, enfin, ça veut dire que c'est presque historique, même si Luke Macmillan, qui est arrivé il y a, je pense, 7 ou 8 ans, a clairement renforcé encore ses investissements en recherche et développement et en technologie de manière générale. Et le MIAT Walmart, c'est une innovation technologique majeure qui adresse 100% des salariés Walmart. C'est quoi? C'est très simple. C'est une solution applicative. Donc, c'est une petite solution que tous les salariés ont sur leur smartphone, qui va être contextualisée, qui va être fonction de votre profil. Si vous êtes au siège, si vous êtes en magasin, vous êtes connecté à MIAT Walmart, le périmètre fonctionnel va forcément s'adapter à votre profil. Et c'est une solution avec laquelle vous allez interagir au quotidien pour gagner du temps. Donc, quand vous êtes en magasin, typiquement, c'est avec MIAT Walmart que vous allez interagir pour savoir quel est votre planning de la semaine. Pour savoir quelles sont les alertes sur les non-ventes. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas l'IA qui fait ça. Non, vous avez raison. Il y avait une palanquée d'outils qui adressait un certain nombre de cas d'usage chez Walmart en fonction de votre profil métier. Et donc, le chef de rayon a peut-être accès à 6-7 applications différentes dans son quotidien. Et le MIAT Walmart est venu mettre en fait une couche applicative supplémentaire portée par une IA qui va derrière
prendre appui sur ces différentes solutions technologiques pour apporter la recommandation, apporter le conseil, apporter l'information en fait, à l'utilisateur. Alors, c'est, je vais vous dire, un cas d'usage assez simple, entre guillemets, parce que c'est quelque part une forme d'agent, super agent, et effectivement, on va coacher au quotidien l'associate pour lui apporter les réponses aux questions qu'il se pose et pour le coacher dans ses opérations. Il y a aussi du transactionnel ou du coup on est redirigé vers les applis? Non, c'est vraiment, c'est là, on est sur une appli qui est côté collaborateur. Il n'y a pas de transaction. C'est vraiment, on va dire, de l'organisation et de l'information qui est mise à disposition du salarié. Quand vous êtes au siège, typiquement l'exemple que prenez dans des conférenciers, pour les salariés du siège, rien d'extraordinaire, mais ça va être ce que vous retrouvez dans du copilot sur du compte rendu de réunion, ça va être, voilà, vous cherchez à poster, vous avez un recrutement à faire, il n'y a plus 12 formulaires à remplir, passer par service RH et compagnie, vous faites la requête auprès de votre marque qui va rédiger l'offre, qui va la partager à la DRH, qui va la valider, qui va vous la revenir, qui va la publier. Et donc c'est aussi tous ces workflows qui ont été quelque part embarqués dans cette solution. Si le sujet vous intéresse, vous faites une petite recherche rapide sur ChatGPT, Gemini et Copilot, parce qu'il faut arrêter Google, enfin google.com, google.fr, et vous verrez qu'effectivement, il y a pléthore de contenu autour de cette solution. Toujours autour de la performance, et là en mettant plutôt en exergue la partie Gen, et un retailer que vous connaissez tous, qui est Cdiscount, le bordelais de l'étape. Là, Cdiscount a mis à contribution l'IA générative sur des sujets d'amélioration de la donnée produit et d'amélioration de la catégorisation produit. Alors, Cdiscount, c'est 35 millions de produits quand même sur cette marketplace, c'est juste énorme. Il y en a 14 qui sont passés au fil, on va dire, d'une IA générative que Cdiscount a développée pour, à partir de la donnée récupérée de partenaires fournisseurs, optimiser la catégorisation du produit. Donc, le ranger dans la bonne petite case. Donc ça a été un premier chantier qui a été adressé en 2024. Le deuxième chantier, c'est d'optimiser les assets. En gros, j'ai une fiche produit qui descend chez mon partenaire, mon fournisseur. Derrière, comment je viens enrichir cette fiche produit en contenu, en visuel, en vidéo, pour effectivement la rendre plus appétante. Et là, le sujet, alors, je vais dire, ça, on est tous capables de le faire, c'est du coaching. Non. Là, on parle de 700 000 produits. Là, on parle de massification. C'est-à-dire que c'est des automatisations qui doivent être mises en place pour que, à partir d'une donnée, on va dire entrante, brute, appauvrie, on passe à une donnée sortante, augmentée, enrichie. Et ça, dans des délais records. Dans les faits, c'est quand même plus 30% de taux de conversion sur ces 700 000 produits. Avant, après. C'est juste énorme. Donc, je ne vous cache pas que là, ils sont en train de généraliser. Bon, ils ont un peu de temps quand même pour adresser les 35 millions, même si effectivement les choses vont vite. Mais ceci étant, les résultats sont plus qu'au rendez-vous. On peut aussi prendre appui sur l'exemple de Puma, qui là, en fait, est sur un autre cas d'usage particulièrement intéressant. Là, le sujet, c'était de rendre autonomes les équipes marketing, les directions marketing et surtout la direction marketing digitale dans sa manière d'adresser ses campagnes marketing au quotidien. Si vous êtes ou vous travaillez avec des clients dans le marketing, il y a encore 3, 4, 5, 10 ans, dès qu'ils voulaient créer une bannière, une landing page, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient leur téléphone, ils envoyaient un petit mail à leur agence qui derrière produisait le contenu, ils leur redonnaient, il y avait des allers-retours et puis derrière, effectivement, on déployait la campagne. Là, dans les faits, ce qu'a fait Puma, et là pour le coup avec une solution Google, c'est effectivement de mettre à disposition de ces équipes marketing un outil qui va leur permettre d'être complètement autonome dans la génération de ces assets. Pour que derrière, leur campagne marketing elle puisse être contextualisée. Donc on est bien loin du global. Enfin, je pense que c'était les années 2000, 2010, toutes les grosses équipes, toutes les grosses enseignes prônaient les campagnes globales à l'échelle internationale. On a ensuite parlé du local. Là, on est vraiment sur une contextualisation et sur la possibilité qu'offre l'IA de personnaliser quelque part les contenus qui sont effectivement diffusés. Et là aussi, en termes de perte, forcément, les résultats sont au rendez-vous parce que ça vous parle davantage. Sur la générative, on va pas parler que de générative, mais je voulais faire un petit stop parce que c'est toujours assez spectaculaire quand même la générative en intro. Sur la générative, on peut effectivement faire dans le prêt-à-porter, c'est un peu ce dont je vous parlais, les 700 000 rêves chez Cdiscount ou Puma qui généralise l'usage de l'IA générative sur ces campagnes marketing digitales. On peut aussi faire dans le prêt-à-porter. Et
ça a été une des premières grosses références dans le prêt-à-porter, la campagne Andes, 100% IA génératif, donc, qui a été placardée sur les murs de Français de Navarre. C'était, je pense, 23, enfin fin 23, début 24, et qui a effectivement fait beaucoup parler, d'abord parce qu'elle est relativement esthétique, et ensuite parce qu'effectivement, ça a été une des premières marques, une des premières enseignes à s'y essayer. Je voulais vous proposer de faire un petit exercice, parce que là, on est face à une collection pour une très grande marque dans la franchise des salons de coiffure, je ne citerai pas. Sur ces 10 visuels de collection, vous en avez 3 qui sont 100% IA générative. Ils n'existent pas. Ça veut dire qu'il y en a 7 qui ont bel et bien été shootés. Cet exercice-là, que je vous demande de faire en live, on l'a fait devant 450 franchisés, dont c'est le métier, la coiffure. Il n'y a pas eu de décrochage. Il n'y a pas un visuel qui, on va dire, est ressorti de manière plus significative que les autres. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que quelqu'un veut se mouiller sur le sujet? La 3. La 3? Première ligne, la troisième. Sur la première ligne? Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur a raison. Monsieur pourrait être coiffeur. Vous pouvez l'applaudir. Et en ligne, ils disent 2, 3 et 9. En ligne, il y en a deux, Alors, trois et 2, 3 et 9. Alors, c'est la 3. C'est la 3, la 10, donc celle qui est en bas à droite, et celle qui est en bas à gauche. Ok. Donc voilà. Quelqu'un est tout bon là? Ouais. Donc bon, ceci étant, alors, il faut savoir que ça date, ça a 1 an déjà. Enfin, je peux dire que déjà ce qu'on a sorti là aujourd'hui pour une autre enseigne, c'est encore d'un autre niveau. Alors, ce qu'on peut faire aussi, mais ça, je pense que vous le savez, mais je voulais quand même vous le partager. Ouais, le visuel à gauche, il a été shooté. Les intégrations qu'on fait à droite, avant, on fait des tours à inviter. Là, maintenant, on les fait en un pont. Peut-être 2, si on est un peu tatillon. Ah. Bon, désolé, la vidéo ne va pas démarrer, visiblement. C'est mon accès. Ah, voilà. C'est pas grave. Mais là, c'était plus pour vous montrer aussi ce qu'on est capable de faire. Donc, ça, c'est pour une marque de collants très connue. On part du visuel, ça a été shooté. Et on va être en capacité d'animer. Alors, c'est un peu dommage parce que l'animation est juste bluffante. J'ai vraiment l'impression que ça a été filmé, mais non, ça n'a pas été filmé. Et là, ça l'était encore plus. Donc, je vais vous raconter, c'est pareil. C'est qu'on est sur là, un visuel de collection shooté. Et là, on prend le visuel de collection et en fait, on arrive à animer. Et là, vous la voyez un peu en ombrelle. Alors, désolé, hein, je ne vais pas vous montrer en live. Mais là, vous voyez le mannequin qui va se lever, qui va bouger comme ça. Et vous allez vraiment avoir l'impression qu'effectivement, ça a été tourné. Mais non, ça n'a pas été tourné. Ça a été généré en quelques clics et en quelques secondes. OK? Question. Et tout ça sans, sans éducation de l'IA, quoi. C'était vraiment. Non. Est-ce que tu peux répéter la question pour la personne? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ouais. La question, c'était tout ça sans avoir quelque part appris à l'IA, sans une phase de machine learning, en fait. Non. Là, ce sont effectivement des outils qui, à partir du visuel, vont être en capacité eux-mêmes de régénérer, en fait, complètement la composition pour effectivement chercher à animer. Il s'agit d'ailleurs, je vais vous dire, d'un mannequin ou d'un objet. Dans l'agroalimentaire, par exemple, on arrive aujourd'hui à faire des choses qui sont remarquables à partir de produits physiques. Donc ça, oui, une petite question au fond. Je vois des exemples de publicité, d'affiches, de vidéos. Est-ce qu'il y a une législation pour de ça qui force à indiquer que c'est l'IA ou pas, ou on en est là-dessus? Alors, je pensais que ça allait être la première question qu'on allait poser. Donc là, on pose une question sur la partie legacy. Et je vais faire effectivement un focus sur le sujet juste après. On est clairement sur un vrai sujet, un véritable enjeu autour de tout ce qu'on est en train de se dire sur la générative plus particulièrement. Parce que oui, il y a un cadre légal qui a été posé et l'IA Act, dont vous avez peut-être entendu parler, alors qui est en, je dirais qu'il y a les fondations de l'IA qui ont été posées. C'est forcément aussi un sujet qui évolue au fil de l'eau, au fil du temps. C'est un sujet sur lequel il faut être, on va dire, arc-bouté, ou en tout cas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut clairement s'y intéresser de très près. Et ça fait aussi partie de notre responsabilité quand on accompagne les enseignes dans cette révolution technologique. Et il y a effectivement aujourd'hui, typiquement, ce que je viens de vous montrer, quand on prend un mannequin qui a été photographié, et que derrière on l'anime, il faut qu'on ait l'autorisation de le faire, en fait.
on ait l'autorisation de l'exploiter dans un autre cadre, dans un autre registre que celui sur lequel elle a effectivement été, entre guillemets, embarquée initialement. Donc là, en amont, on arrive à, entre guillemets, blinder juridiquement le fait que on va être susceptible en fait de prendre votre shooting et d'en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc ça, c'est à voir au cas le cas. Et après ça, sur les solutions d'IA générative, là, clairement, si vous prenez un visuel mid-journée et vous faites une campagne 4x3, ça risque d'être un peu compliqué si jamais ça se fait, quoi. Okay. Maintenant, il y a effectivement des solutions qui permettent l'exploitation visuelle d'IA générative dans un cadre légal, parfaitement, on va dire, maîtrisé. Alors ça coûte plus cher que mid-journée, ça coûte beaucoup plus cher que mid-journée, mais en l'occurrence, ça vous ouvre le champ des possibles et ça vous permet de travailler en toute légalité. Ça va? Ok. Alors, moins fun que l'IA générative et que ce que je viens de vous partager sur DIM ou sur d'autres cas d'usage, effectivement, l'IA visio, donc ça c'est ce dont je vous parlais de la capacité qu'a l'IA à reconnaître, à identifier en fait un contenu visuel en photo ou en vidéo, est aujourd'hui aussi exploité. Alors chez Morrison, je ne sais pas si vous connaissez Morrison, c'est une enseigne anglaise dans la VSA, qui effectivement a déployé dans 400 de ses magasins une petite solution, c'est la petite caméra que vous voyez en haut à droite, qui en fait va travailler sur l'inventaire. Un inventaire temps réel, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignes dans le retail qui en rêvent. Alors ça a un coût. Peut-être que certains d'ailleurs dans la salle ont déjà fait des inventaires pour finir les fins de mois quand on est étudiant. Voilà, des choses qu'on fait assez régulièrement. Là, c'est bientôt fini parce qu'effectivement, grâce à ce système, donc qui va à la fois allier une petite caméra qui va être positionnée, je veux dire en tête de mondeur, en tout cas sur la partie supérieure d'un rayon, va être en capacité d'analyser le nombre de pièces, nombre de références et informer en temps réel les opérationnels pour éviter la rupture qui reste quand même aussi l'un des ennemis numéro 1 dans le retail. Donc l'innovation technologique là est en déploiement, parce que 400 magasins c'est quand même déjà un volume, mais qui, pour le coup, en termes de résultats, présente des résultats particulièrement satisfaisants. On parle de 19% de disponibilité de produits en magasin supplémentaire. Autre sujet qu'on a eu l'opportunité, là, pour le coup, de toucher du doigt de très près, c'est un sujet autour du vendeur augmenté. Et quelque part, quand je vous parlais de l'IA Walmart, on est un peu sur ce registre-là, le vendeur augmenté, c'est une capacité qu'on va avoir à équiper les vendeurs en magasin d'outils d'intelligence artificielle qui vont leur faire gagner du temps, qui vont leur permettre d'améliorer quelque part leur quotidien et de passer, je le disais, plus de temps sur les tâches à valeur ajoutée, plus de temps avec leurs clients. Et là, en l'occurrence, on parle d'un petit cas d'usage très sympa et très fin, on va dire quick and dirty, qui a été déployé chez Jardiland d'Anvers. Vous avez des magasins ici qui en sont équipés. Là, je vous invite ce week-end à aller faire un petit tour. Le sujet, en fait, c'est de lutter contre la méconnaissance de certains conseillers de vente en magasin, le turnover aussi, qui quelque part est peut-être à l'origine de cette méconnaissance, et de permettre à tout conseiller gamme vert d'être légitime face à un client qui s'intéresse aux produits gamme vert, et plus particulièrement au végétal. Alors, vous avez sans doute, peut-être, déjà eu entre les mains des solutions qui vous permettent de reconnaître une plante, là pour le grand public, avec des niveaux de fiabilité qui peuvent être parfois un peu contestables. Là, en fait, cette solution, elle est à destination des professionnels. Donc déjà, elle va être en termes de niveau d'information, de structure de l'information, elle va être, on va dire, à propos et contextualisée par rapport à cet enjeu-là, et surtout apporter un niveau de fiabilité sans précédent, puisque là, en l'occurrence, on est sur deux technologies qui sont OpenAI, c'est un Visio chez OpenAI, et PlantNet, qui est la référence en la matière. D'ailleurs, c'est un projet universitaire, de recherche universitaire qui a été engagé par des Français, PlantNet, qui est vraiment la référence quand on s'intéresse au végétal et à l'IA. Je ne la connaissais pas, je l'ai découverte. C'est assez bluffant. Et là, pour le coup, donc, si vous allez en magasin, n'importe quel conseiller, il suffit de vous dire, OK, qu'est-ce que vous cherchez, vous voulez faire quoi avec, et hop, et de vous dire, cette plante-là, c'est ça, et voilà ce que vous devez en faire, et quels seraient les produits adaptés pour s'assurer que votre petite plante grandisse correctement dans votre jardin. OK, donc c'est, vous voyez, c'est déjà très simple dans la mise en œuvre. Dire que c'est deux briques technologiques qui ont été assemblées pour adresser cet usage et qui, pour le coup, présentent des résultats particulièrement satisfaisants pour ce groupe et le groupe Terra. ProSol, donc vous connaissez ProSol au travers notamment de Grand Frère,
très belle enseigne qui là donc travaille du produit frais. Et là, quand on parle de produits frais, on a aussi un sujet qui est la gestion des stocks, d'éviter le gaspillage dans le frais, c'est encore plus challengeant que dans les produits plus traditionnels. Et là, le sujet, c'était là aussi pour Grand Frais et ProSomme, d'être en capacité de mettre en place une intelligence artificielle. Mais là, on n'est pas sur de la vision, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une analyse de ce qui se passe en rayon, des produits en rayon, on est sur une analyse de la donnée structurée, on est sur une analyse du contexte, une fois de plus. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de contexte. Le contexte, c'est les facteurs exogènes. Donc, tout ce qui va toucher à la météo, tout ce qui va toucher à la période, et de telle manière à ce que, en fonction, on va dire, de ce que j'ai pu réaliser par le passé et de ces facteurs exogènes, comment je vais devoir ajuster mes approvisionnements et la gestion de mon stock au quotidien. Donc ça a été là aussi déployé chez ProSomme, ces deux solutions qui s'appellent Profet et XGBoost, et qui ont effectivement permis de faire évoluer de manière assez significative, enfin, 10 points, on dit assez significatif, 10 points, mais 10 points, c'est énorme à cette échelle-là, la gestion effectivement des stocks en magasin. Ouais, on dit de faire attention là, je vais accélérer un petit peu. Alors, on va passer maintenant à d'autres cas d'usage plutôt orientés parcours, expérience, utilisateur, et c'est peut-être là aussi des solutions avec lesquelles vous avez déjà interagi au quotidien. Alors, il y a peut-être des clients Carrefour, même si ce n'est pas une enseigne du Nord, vous êtes, j'en suis sûr, des clients Carrefour. Si vous êtes des clients Carrefour.fr, vous êtes peut-être déjà interagi avec Opla, qui est l'agent, et clairement, je vous ai dit, à la NRF, on a beaucoup parlé d'IA, on a surtout parlé d'agent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est sans doute le sujet le plus facile à mettre en œuvre, à déployer un agent IA pour adresser tel ou tel usage. Et c'est ce qu'a fait Carrefour il y a 1 an et demi maintenant avec Opla. Opla, c'est un agent conversationnel. Donc, en gros, c'est un chatbot augmenté qui peut interagir avec vous en rédactionnel, qui peut interagir avec vous aussi en voice, et qui derrière va travailler sur la donnée structurée Carrefour. Petite particularité, c'est que là, en fait, on est sur un agent qui travaille sur la donnée fermée. On est sur un SOC Azure, 100% Carrefour.fr, c'est-à-dire que c'est une techno ouverte, qui est OpenAI, qui va travailler sur de la donnée fermée. Donc les réponses que vous donnez au place, ce ne sont que des réponses Carrefour. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Alors, il bénéficie d'intelligence et de la puissance d'OpenAI, mais sur une donnée structurée dans un environnement fermé, ce qui a coûté quand même un petit billet à Carrefour, puisque forcément, elle a des licences derrière relativement conséquents, et qui présente des résultats assez intéressants, assez satisfaisants. Et le sujet, en fait, pour Opla, c'est d'apprendre à aussi un mieux vous connaître. Et à partir du moment où Opla vous aura profilé, il va savoir quelle est la structure de votre foyer, quelles sont vos habitudes alimentaires. Quand demain, vous allez le voir, vous allez dire, écoute, j'ai besoin de manger ce midi, là, je vais manger vite fait et sain. Tout de suite, il va vous soumettre, on dit, un panier qui sera fonction de ce contexte, fonction du niveau de connaissance et de l'antériorité qu'il pourra avoir vis-à-vis des interactions qu'il aura eues avec vous. Et donc c'est pour le coup assez intéressant. Et si vous l'avez, quelqu'un l'a déjà essayé, sinon non, ok. Si vous l'avez jamais fait, faites-le, vous allez voir, c'est intéressant. Autre cas d'usage sur la partie agent, Ikea là, qui pour le coup a fait un petit pas de côté super intéressant, puisqu'Ikea est venu s'incruster dans le GPT Stores et a posé ces fameux outils de configuration, ces outils avec lesquels vous avez sans doute déjà interagi, l'outil de planification dans le GPT Store. C'est-à-dire qu'en gros, là, il s'est incrusté dans notre outil chez ChatGPT, et si vous allez dans le GPT Store, vous allez pouvoir interagir avec cet agent Ikea, qui va prendre appui là aussi sur ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire par ailleurs, ces outils de planification pour la cuisine, le rangement et compagnie, et qui va vous conseiller sur l'aménagement de votre intérieur, qui va être en capacité, à partir de ce qu'il voit, de ce que vous allez lui donner, vous recommander des assortiments et forcément finir par vous recommander des produits Ikea, mais pas que. Donc là aussi, je trouve la démarche très intéressante parce que quelque part, là, on vient s'intégrer à un écosystème qui est celui de ChatGPT pour vous apporter un cas d'usage propre au terrain de jeu qui est celui d'Ikea. Sur la visio, dans le conseil client, il y a énormément de choses à faire. Quelque part, je vous parlais du cas Teract. Teract est un cas d'usage où on va prendre appui sur la visio pour conseiller un vendeur en magasin. La visio est aussi exploitée aujourd'hui à des fins commerciales sur le client final. Il y a notamment quelques expérimentations et il y a un gros projet qui est en gestation qui risque d'être déployé dans le courant de l'année 2005 par une grosse enseigne alimentaire autour de la visio. Et pour le coup, moi j'y ai contribué, on va dire comme ça,
Et clairement, là, le sujet, en fait, c'est à partir d'une solution technologique d'être en capacité de vous coacher dans vos habitudes alimentaires. Il y a, en fait, vous allez l'utiliser pour scanner ce que vous avez dans votre frigo, ce que vous avez dans votre placard. Et là, une fois de plus, parce qu'elle vous connaît, vous aurez renseigné en amont qui vous êtes, la structure de votre foyer, elle va vous conseiller des recettes. Et elle va vous coacher. Et, naturellement, s'il vous manque un ou deux produits, vous dire, bah, tiens, tu peux les commander, ils seront livrés dans quelques minutes par notre service livraison. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce projet, quand on y a réfléchi il y a, on va dire, allez, 20 mois, le taux d'acceptance était de 46%. Quand j'ouvrais le frigo là, je prenais la solution, je lui demandais de reconnaître, elle reconnaissait 46% de ce que j'avais dans mon frigo. Aujourd'hui, on a passé 92%. Et l'IA est en capacité de reconnaître un Tupperware avec des pâtes cuites et dire qu'il y a 150 grammes de pâtes cuites dans ce Tupperware. Elle va reconnaître les marques. Alors tout ça, après ça, c'est à vous de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Parce que l'IA, la vidéo, elle reconnaît, elle vous pousse l'information et elle va se contenter de ça. Après ça, à vous d'interpréter et derrière de venir mettre la couche de conseils que vous avez. Ouais. Ce quel que soit le niveau de bazar dans le frigo. Et ce, quel que soit le niveau de bazar en frigo. Ouais. Alors je pourrais vous faire sur le sujet, je pourrais vraiment vous faire un focus si ça vous intéresse, mais pour le coup, on a travaillé sur des, on a travaillé sur des frigos bien rangés, sur des frigos moins bien rangés, bien souvent frigos sont bien rangés quand même. Et effectivement, il y a des résultats. Alors, l'acceptance diminue un peu, hein, forcément, mais en l'occurrence, les résultats sont quand même assez bluffants. Alors, sur un tout autre sujet, et là, quelque part, c'est mise à contribution dans un cas d'usage très particulier, mais auquel on est tous très régulièrement confrontés. On sait que le search sur l'e-commerce, c'est quand même toujours le gros caillou qu'on a dans la chaussure. Hein. C'est qu'on est, je crois, près de 30% à s'orienter vers le moteur de recherche quand on arrive sur un site e-commerce. Et derrière, le niveau de résultat n'étant pas toujours au rendez-vous, on est très nombreux à effectivement tourner les talons et aller voir ailleurs. Là, le sujet qu'a adressé Michael Korb, c'est d'embarquer une brique technologique qui embarque elle-même de l'IA, qui permet de la recherche visuelle, mais qui va permettre aussi de passer à un search augmenté. Parce qu'en fait, et là, non, vous m'entendez plus ? Et là, on touche à un sujet un peu, enfin, je veux dire, culturel dans une certaine mesure. C'est le vrai sujet pour nos générations, et là j'englobe très largement, c'est qu'on a un réflexe qui est celui de Google. Donc on a un système de pensée, ça fait 20 ans en fait que Google nous éduque à la requête. Et un prompt n'est pas une requête. Clairement. Et donc, on est habitué à requêter les moteurs. Et un moteur, en fait, il vous demande de faire l'effort. C'est pas lui qui fait l'effort. En fait, vous faites une première requête, les résultats sont pas satisfaisants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir, vous allez enrichir, préciser votre requête. Là, le sujet, on l'adresse au travers de ce cas d'usage-là, c'est de dire, OK, vous faites la première requête, et ensuite, l'IA, en fait, elle va prendre le relais, elle va interagir avec vous, comme le ferait quelque part d'ailleurs un vendeur en magasin. Quand vous rentrez dans un magasin, vous dites, je cherche, on vient vers vous, on dit, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ça. Derrière, il y a une interaction, il y a un dialogue qui va s'instaurer pour que le vendeur, effectivement, comprenne davantage ce que vous êtes venu chercher chez lui. Alors là, c'est un peu les faire chercher au travers, effectivement, de cette add-on technologique, qui est de faire passer l'utilisateur d'un mode de recherche classique à un mode de recherche augmenté et d'interagir avec une IA pour gagner du temps et gagner en performance dans les résultats qui leur sont proposés. Dernier petit terrain de jeu que je voulais vous partager, qui là aussi va clairement révolutionne déjà un secteur d'activité qui est celui de la beauté. C'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'analyse de manière générale de ce que vous êtes. Okay. Alors peut-être que certaines et certains ont déjà utilisé des outils pour voir l'effet d'une coiffure, d'une couleur, ou les lunettes, très vrai. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Et il y a effectivement deux éditeurs qui aujourd'hui, à l'échelle planétaire, j'ai envie de dire, se tirent un peu la bourre. Mais derrière toutes les solutions que vous utilisez sur La Roche-Posay, L'Oréal et consorts, il y a deux éditeurs. En l'occurrence, un américain et un coréen, qui effectivement ont mis en place des modèles qui sont en capacité d'analyser un grain de peau, d'analyser le niveau de vieillissement de votre peau. Au-delà de la forme du visage, la couleur des yeux, les cheveux, ça c'était déjà acquis et plus qu'acquis. Et là, on rentre dans des notions qui sont dermatologiques, donc quasi scientifiques en fait. Et en fonction de ce que j'analyse, de vous faire les bonnes recommandations
pour que derrière, effectivement, vous partiez avec des bons produits. Et on travaille même sur des modèles de GAN. Alors ça, c'est le Generative Adversarial Network, c'est en gros l'avant-après. C'est que vous allez voir, en gros, j'analyse, je vous fais la recommandation, et vous voyez, si vous suivez le protocole, ce que ça va pouvoir donner dans 3 semaines, dans 6 semaines, dans 6 mois. Donc, on arrive aujourd'hui à mettre en place des outils qui sont effectivement particulièrement aidants dans certains secteurs d'activité. Et là, vous doutez bien que une enseigne qui déploie ce type d'outils va forcément faire la différence. Alors, en guise de conclusion, alors c'était compliqué en 40 minutes, et là, je suis hors. J'ai débordé, je m'excuse. De vous faire, on va dire, une vue exhaustive, de vous partager une vue exhaustive de tout ce qui est possible de faire et tous les cas d'usage qui sont adressés. Ce que je voulais surtout, moi, c'était vous donner envie peut-être de creuser le sujet, vous donner envie d'y aller, parce qu'il faut qu'on y aille. Et surtout, ce que je voulais, c'était lever le frein, la réticence au changement, la peur que certains ont peut-être pu exprimer quand l'IA, cette révolution dont je parlais, a fait son apparition, les craintes aussi qu'elle peut susciter parce que vous la domptez peut-être pas encore complètement, vous êtes en train d'apprendre à interagir avec elle. Mais clairement, on a un devoir pour tous ceux qui sont aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on stage et qui bossent, que ça soit dans la tech, dans le retail, donc ils sont en place, on a un devoir d'embarquer en fait. Et effectivement, d'embarquer nos équipes, d'embarquer tous ceux qui nous entourent, de devenir quelque part des évangélistes, des apôtres de l'IA, parce que oui, c'est une révolution industrielle et sociétale sans précédent, et j'ai dit industrielle et sociétale avant de parler de technologie, et qu'il y a un risque, il y a un vrai risque de fracture entre ceux qui seront augmentés et ceux qui ne le seront pas. Et je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est effectivement de tous s'y mettre, et de tous inciter ceux qui nous entourent à s'y mettre le plus vite possible. Okay. Et vous allez voir, ça devient très addictif. C'est un véritable terrain de jeu. C'est passionnant. En tout cas, moi, ça me passionne. Si vous décidez de vous y mettre, il y a un postulat de départ, c'est qu'il ne faut pas oublier que la première alimentation d'une IA, c'est la data. Et que si la chambre est pas bien rangée, vous allez pouvoir mettre en place tous les modèles que vous voulez. Ils tourneront en carton. Okay. Donc, clairement, la data est bel et bien la première alimentation d'une IA. Deuxième sujet, c'est que si dans votre organisation, vous voulez y aller, mettez en place une gouvernance, c'est un sujet, l'IA, il faut que ça soit encadré. Si on se dit juste, allez les mecs, on va tous faire de l'IA demain matin, le risque, c'est que ça devienne très vite la foire et que vous vous retrouviez confronté à une situation légale, et on revient au sujet d'introduction, potentiellement problématique. Si on ne fixe pas le cadre, derrière, ça peut partir dans tous les sens et effectivement, on peut se retrouver assez vite confronté à des situations gênantes. Vous avez peut-être des questions. Pour ceux que ça intéresse, je reste à votre disposition. Et j'ai envie de dire en tout bien tout à l'heure, ça je le fais très régulièrement, j'adore le faire. Et au-delà de ça, sachez que je suis un faiseur, avant d'être un penseur ou un théoricien IA, moi j'aime être dans le faire. Donc là aussi, si vous avez des idées, si vous posez des questions sur le sujet, n'hésitez surtout pas, je suis à votre entière disposition. Et je serais ravi de pouvoir interagir avec vous sur les réseaux naturellement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a fini. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci à vous. C'était un bon plaisir. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, peut-être que vous expliquer, ce sera avec grand plaisir. C'est ce qu'on a dit en visio pour ceux qui restent. Il y avait encore quelques questions qui venaient, mais on les a invités à te contacter sur LinkedIn ou par mail. Pour les poser. Et après, c'est des sujets d'actualité aussi. Donc, je pense que même si on pose la question aux intelligences directement, elles sont capables aussi de vous apporter des réponses. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des tests de votre côté. Pour ceux qui sont en visio, on vous dit à bientôt et un grand merci.